Bonsoir à tous, il est 19h30. Merci d'être avec nous sur la première. Voici les titres de votre actualité locale et régionale de ce mercredi 31 janvier 2018. Exporter le thon à l'étranger, trouver de nouveaux débouchés pour la pêche hauturière calédonienne est une filière porteuse en diversification et en création d'emplois. Subventions publiques à la baisse, restrictions budgétaires. Les prestataires culturels s'inquiètent de la fragilité de leur secteur. C'est le dossier de notre journal ce soir. La préparation militaire à la défense nationale, initiation et vocation. Une trentaine de jeunes Calédoniens ont répondu à l'appel hier à la Tontouta. Madame, monsieur, bonsoir. La pêche hauturière, une filière porteuse en qualité et en quantité en Nouvelle-Calédonie. Pourtant, elle a besoin d'étendre son marché à l'exportation. La production locale s'élève à environ 2500 tonnes annuelles, dont 500 exportées à l'extérieur. Chiffre d'affaires annuel 1 milliard de francs pacifiques. À Nouville, voyez le reportage de Sylvie Méhoun et Michel Bouillet. Naviment et Pacific Tuna de la Sodil figurent parmi les principales sociétés du secteur pêche. Pacific Tuna traite par an 1200 tonnes de poissons, dont 500 tonnes exportées en partie vers le Japon, essentiellement du thon entier frais, un marché vers l'extérieur que les professionnels aimeraient voir s'accroître. C'est très compliqué entre la réglementation locale, la réglementation du pays de destination et toute la logistique, tous les démarchages qui sont à faire. C'est très long. Souvent ça aboutit pas et voilà, donc c'est beaucoup d'énergie et si on peut nous aider à ce niveau-là, ça peut être super. Autre société de pêche, Pescana, production annuelle 1000 tonnes dont 200 tonnes exportées avec un chiffre d'affaires d'environ 500 millions de francs. On a d'énormes avantages qu'il faut mettre en avant sur un marché mondial qui est très concurrencé, où on ne pèse pas grand-chose. Donc l'idée, c'est essayer d'avoir du thon qui soit placé dans des pays, soit en Europe ou dans nos pays voisins comme la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. Avec un marché local restreint, une importante ressource contenue dans une vaste zone économique exclusive, la filière pêche a besoin d'étendre son marché vers l'extérieur. Les principaux clients étrangers sont le Japon et la France. On produit aujourd'hui uniquement pour le marché local. Mais comme il y a de nouvelles entreprises qui veulent se lancer dans la pêche en Nouvelle-Calédonie, il faut les accompagner et leur trouver de nouveaux marchés parce que le marché local est assez restreint. Et donc il faut s'ouvrir sur l'export, notamment en Europe. On travaille dans un parc naturel, donc avec des règles de développement durable. On a un cahier des pêches responsable qui respecte la plupart des bateaux de la filière. Donc on a vraiment sur la qualité, on a aussi toute la chaîne du froid qui est maîtrisée en Calédonie, puisqu'on a des normes européennes en matière de chaîne du froid. Donc on a une vraie qualité à la fois de la pêche, du produit, de la transformation des ateliers. Il nous faut maintenant trouver manière de valoriser cette qualité. Valoriser la qualité pour trouver des débouchés sur le marché européen, italien entre autres. C'est tout l'enjeu des rencontres initiées par le gouvernement avec les professionnels de la filière pêche. En bref, dans le nord, à Kawa, Kanala et Wailu, le personnel médical des 3 dispensaires en débrayage. Il veut ainsi marquer son ras-le-bol face aux dégradations et à l'insécurité qui règnent depuis ce week-end. Les professionnels de santé ne se sentent plus en sécurité à cause d'une minorité. Des réunions de concertation sont prévues. À Yengen, information pratique, après le passage de FEI, l'eau potable est impropre à la consommation, indique la mairie. Elle peut être utilisée pour les usages courants, mais ne doit pas être consommée. Le risque est bactériologique. Un retour à la normale est prévu dans la semaine prochaine. Notre dossier du journal ce soir sur la culture avec l'inquiétude des organisateurs et des prestataires culturels. La baisse des subventions publiques, le phénomène des restrictions budgétaires fragilise l'économie culturelle en Calédonie et pourrait menacer le calendrier des festivals en 2018. Voyez le dossier de Coralie Cochin, Claude Lindor et Michel Bouillet. Avis de tempête sur la culture. Après la disparition récente du Gypsy Jazz Festival et du festival Femme Funk, d'autres rendez-vous phares comme le Black Coustok se retrouvent à leur tour menacés.
Les risques de coupes budgétaires qui planent sur le secteur de la culture pourraient bien compromettre son édition en 2018. Ça annonce compliqué à faire. On n'est pas certain complètement à ce jour de pouvoir la faire. Donc on attend des solutions. On a fait une demande pour être éligible au mécénat également. Parce que par contre, on sait qu'il y a beaucoup de partenaires privés qui seraient intéressés par cette option-là. Au-delà de la déception du public, de nombreux prestataires vivent de ces événements culturels. Comme ce responsable d'une société de son et lumière, dont le chiffre d'affaires a baissé de 40% en 2 ans sur la partie concert. Malgré ces difficultés, Pascal Ornard estime que les patentés sont les premiers à pâtir de cette situation. C'est très compliqué pour les techniciens. On a énormément de gens qui nous appellent, y compris des musiciens, en nous disant on est prêt à pousser des caisses, on est prêt à faire n'importe quoi parce que on n'a plus d'activité, il y a de moins en moins de concerts et d'événements artistiques du fait des réductions budgétaires et ces gens-là se retrouvent aujourd'hui à ne plus pouvoir payer leur crédit, à ne plus pouvoir subvenir aux besoins de leur famille et donc viennent essayer de voir chez nous si on a du travail à leur proposer. Ingénieur du son, mais aussi musicien, Sacha Terra joue la carte de la polyvalence pour maintenir son activité à l'équilibre, à l'image d'autres petits prestataires. On est tous concernés. Moi, de mon point de vue, j'ai les 2 casquettes, technique et artiste. Et je vois bien qu'on est tous déjà interdépendants. On est tous dans le même bateau. Donc, si les événements se font plus, forcément, la technique n'est plus engagée et les artistes ne sont plus engagés. Donc, tout le monde se retrouve au chômage au final. Donc, c'est une grande famille. Pour autant, tout le monde n'est pas alarmiste dans le monde du spectacle. Certains techniciens estiment au contraire que la culture ne peut plus vivre au crochet des institutions, quitte à jeter un pavé dans la mare. Je pense que l'aide est utile au démarrage. Et après, si au bout de 3, 4, 5 ans, on a encore besoin de ces aides-là, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien dans le festival. Et nous, en tant que société prestataire, on n'a pas vocation à vivre sur les dons de la culture du gouvernement et de la province. Nos ambitions, c'est de fonctionner qu'avec des fonds privés, qu'avec des gens qui nous payent pour une prestation technique, etc. Le budget 2018 de la Nouvelle-Calédonie ayant été voté, les associations devraient bientôt connaître le montant des aides qui leur seront allouées et savoir si elles pourront maintenir leurs événements culturels comme prévu. La réponse de Louis Cotrat-Urégueil après la décision de la Cour d'appel rendue hier dans l'affaire l'opposant à l'un de ses anciens employés. Dans un communiqué, il précise, je cite, que la décision de justice dont il s'agit concerne le fonctionnement d'une entreprise privée dans les relations entre la direction et l'un de ses salariés qui fait l'objet d'un licenciement et n'implique pas le parti travailliste. Fin de citation. Et puis, en bref, toujours, il n'y a pas eu de nouvelles recherches menées aujourd'hui à la baie des Citrons sur la présumée disparition d'un nageur. Aucun signalement de personnes disparues n'est remonté jusqu'au service officiel. La préparation militaire d'initiation et de perfectionnement à la défense nationale, de quoi susciter des vocations. Et ils sont une trentaine cette année à s'initier sur la base aérienne de la Tontouta. Un aperçu de la vie dans l'armée. Voyez l'immersion de Gwen Kemener et de Cédric Michaud. Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ces stagiaires entament leur 2e semaine d'initiation et de perfectionnement à la défense nationale. 15 jours d'immersion totale sur la base aérienne de Tontouta. Marche au pas, bivouac, marche de nuit et d'autres activités aux applications très pratiques. Ici, avec les pompiers. Vous avez manipulé sur du feu réel. On va avoir quelques petites conditions de sécurité à respecter, notamment le port du casque, le port de la veste pompier et le port des gants. Des questions ? Non. Reconnaître les différents feux, surtout connaître les techniques de base pour les éteindre sans risque, savoir comment fonctionne un extincteur par exemple. Et pour un feu de friteuse, les stagiaires apprennent à surtout ne jamais utiliser de l'eau, mais une serpillière humide. Voici comment. Simple, efficace, ça sauve toute la maison. Autre initiation, les techniques de base d'autodéfense. Je viens saisir mon agresseur, je viens prendre dessous et je l'emmène au sol. Complètement shooté, c'est pas grave. Le lever est très matinal, le coucher tardif. En période de vacances scolaires, ces jeunes ont choisi une drôle de colo, mais pourtant ils sont ravis quand même. La discipline, tout, parce qu'on voit dans les films, puis vivre en vrai, quoi. Et alors, c'est comment ? C'est dur les premiers jours, ils sont bien stricts, puis après ça va, on s'habitue, on prend le rythme. Très strict,
Puis il faut respecter les horaires, nos supérieurs, les règles. Donc c'est bien, c'est quelque chose à faire au moins une fois. Et en prime, ils sont encadrés par certains des stagiaires de l'année précédente, ceux qui ont parachevé leur cursus. C'est sûr, c'est assez différent, mais bon, on est quand même très content d'être ici et très fiers de partager notre expérience vécue il y a tout pile un an. S'ouvrir aux jeunes, c'est l'un des objectifs de la base lieutenant Paul Klein, faire comprendre que cette branche prestigieuse de l'armée n'est pas réservée à une seule élite hautement diplômée. C'est un milieu dans lequel on a à peu près 50 métiers différents qui vont de tous les niveaux, des métiers de pilote, d'ingénieur, jusqu'à des métiers de mécaniciens. Donc on a vraiment tous les niveaux de formation de l'armée de l'air. Et ça aussi, c'est important de leur faire découvrir parce que ça peut susciter des vocations pour eux. Et spécialement également en Nouvelle-Calédonie. Depuis 2012, près de 600 jeunes calédoniens ont participé à cette formation. Plusieurs dizaines d'entre eux se sont engagés. C'est devenu leur métier. En Australie, insolite, des documents top secrets retrouvés dans des tiroirs selon la télévision australienne ABC. D'après la télévision, ces archives comprenaient un rapport sur la perte par la police fédérale de près de 400 dossiers concernant la sécurité nationale en 5 ans et un autre sur le fait que 195 documents classés top secret. Canberra a ordonné l'ouverture d'une enquête en urgence sur la manière dont les pouvoirs publics s'étaient débarrassés de ces pièces sensibles. Et puis dans le Pacifique, toujours en Polynésie, personne n'échappe au réchauffement climatique. Même si la progression du niveau de la mer se mesure en millimètres, l'avenir des populations doit se penser avec cette nouvelle donne, notamment en Polynésie. Voyez le reportage de Lucie Guichet et de Mirko Vanfo. Celui-ci est hawaïen, mais il participe à la coopération scientifique internationale. Un marégraphe pour mesurer la montée du niveau de la mer. Il y en a 5 en Polynésie, disposés dans chaque archipel, à l'exception des Marquises. Historiquement, et la première fonction, c'était pour la marée, et ensuite le suivi du niveau de la mer. Et depuis quelques années, on a rajouté à ces instruments des outils de transmission de la donnée en temps réel pour l'alerte au tsunami et l'alerte aux ondes de tempête éventuellement. Guy Voppelman, professeur de géosciences à La Rochelle, est en mission en Polynésie avec son équipe afin de vérifier les marégraphes et tester de nouvelles mesures. Le niveau de la mer s'est élevé de 3,4 mm par an ces 20 dernières années, alors qu'il n'était que d'1,2 mm par an sur les 100 dernières années. C'est presque 3 fois plus rapide. À cela s'ajoute un phénomène naturel d'enfoncement des îles polynésiennes. Si on extrapolait, ça ferait 3,3 mm par an, ça ferait 33 cm à la fin du siècle. Donc 33 cm à la fin du siècle pour des atolls qui font peut-être 1 ou 2 mètres au-dessus du niveau moyen actuel, eh bien ça commence à être préoccupant. Et comme je dis, c'est simplement si on poursuit cette allure des 20 dernières années vers le futur. Ce que nous disent les modèles physiques du climat, c'est que ce sera plus, quoi. Donc ça c'est un minimum. En tout, 300 marégraphes sont disséminés à travers le monde afin de renseigner la communauté scientifique sur le niveau de la mer. Une montée des eaux certaine et inégale selon les régions du globe. De la culture pour finir avec, jusqu'à fin avril à Bruxelles, les musées royaux d'art et d'histoire. Ils présentent une exposition sur l'Océanie. L'occasion de présenter au public les collections d'objets rarement montrés au public. Des objets de différentes îles, Salomon, Nouvelle-Guinée, Polynésie, Nouvelle-Calédonie ou de l'île de Pâques avec une impressionnante statue. Voyez ce reportage de Denis Rousseau-Kaplan. Au musée royaux d'art et d'histoire de Bruxelles, l'immensité du Pacifique s'expose. Un voyage à la découverte de ces îles et de ces cultures. Des premiers peuplements, il y a 60 000 ans, aux migrations plus récentes, commencées il y a quelques millénaires, sur des bateaux de voyage avec de mystérieuses cartes maritimes. Le voyage qui est à ce point important dans cet univers qui est essentiellement composé de l'océan. Le voyage est important et c'est clairement une notion qui a intégré toutes les mythologies et la manière de penser le monde. Donc on a voulu mettre quand même cet aspect en avant. On a voulu mettre aussi en avant le rôle extrêmement important des ancêtres dans tout cet univers. Au cœur de l'exposition, des objets des différentes îles du Pacifique, Cook, Nouvelle-Zélande ou Kiribati, mais aussi de Nouvelle-Calédonie avec ses terminettes de cérémonie. Pour les îles Marquises, des parures, des figurines en os ou cet éventail aux manches d'ivoire.
Ce manche est très symptomatique d'une ambiance propre aux marquises, avec toute une collection de tikis, de ces petits personnages qui sont un peu l'ancêtre idéal, ou l'idée de l'ancêtre, qui sont additionnés sur ce manche. Et ici, sur ce l'ivoire, c'est un travail extrêmement fin, parfois plus fin que sur du bois, donc c'est une pièce assez étonnante de ce point de vue-là. En 1934, une expédition franco-belge se rend à l'île de Pâques. Les scientifiques en rapporteront une importante collection d'objets, dont cet impressionnant moaï du XVe siècle, offert à la Belgique par les habitants de l'île de Pâques. Ce voyage dans l'immensité s'achève avec les œuvres de l'artiste Jean-Paul Forest, installé à Tahiti depuis les années 80. Avec ses galets de rivière, pierres brisées, réparées ou recousues, il témoigne de l'éphémère et de la fragilité d'une nature menacée. Avant de se quitter ce soir, à noter ce phénomène astronomique exceptionnel. Ce soir, entre 23h30 et 1h du matin, une super lune bleue de sang, observable à l'œil nu. Elle doit se révéler dans le ciel et l'association de ces trois phénomènes, cette conjonction ne s'était pas produite depuis plus de 150 ans. Des images demain à 19h30 dans notre journal. Et bien sûr, pour ce soir, c'est fini. Merci d'avoir suivi ce journal d'information. Rendez-vous avec l'actualité dès demain, 6h en radio avec Isabelle Pelletier. Restez avec nous, bien évidemment, sur le web, Facebook et Twitter. On se retrouve dès demain, 19h. Très belle soirée à vous sur La Première. Retrouvez toute l'info sur lcpremière.nc.